Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques éléments fondamentaux à respecter pour produire ces géniteurs vierges P3. Je dis bien P3 parce que beaucoup, quand on leur parle des géniteurs P3, ils ne comprennent pas la signification et ils ne savent pas comment est-ce qu'on fait pour avoir ces types de géniteurs dans ces unités de production. Ces géniteurs, déjà, je vous rappelle que ces géniteurs sont des géniteurs de qualité. Nous avons un peu fait le briefing sur le sujet à la vidéo précédente où nous avons parlé des géniteurs P1, P2 et P3. Donc ici, nous voulons vous montrer comment est-ce qu'on produit les géniteurs P3. Qu'est-ce qu'il faut respecter? D'entrée de jeu, nous avons le choix des géniteurs qui est très capital. Quand on veut commencer notre unité de production, il faudrait que nous sachions choisir nos géniteurs, c'est-à-dire aller vers quelqu'un qui produit déjà des géniteurs P3 et prendre sa souche de géniteur pour commencer son élevage. Deuxièmement, respecter le déparasitage des géniteurs et l'accouplement de ceux-ci. Le nombre de temps imparti donné dans les formations pour l'accouplement des géniteurs et aussi veiller à regarder si ceux-ci n'ont pas été envahis par les acariens. Donc vous allez procéder à la vérification et les déparasiter s'ils ont été envahis par les acariens. Voilà déjà la première étape pour sa production de géniteurs P3. D'après leurs caractéristiques, nous savons que ceux-ci ont une particularité d'être très résistants et productifs. Ça veut dire qu'on peut incuber 2 à 3 fois et avoir presque le même résultat dans nos bacs de production. Donc, quand vous avez affaire au géniteur P3 vierge, vous avez la possibilité de faire 2 à 3 incubations avec ceci et avoir quasiment presque la même production, ou bien le même résultat. Parce que quand on parle ici en termes de géniteurs, on vous dit souvent que une femelle peut pondre de 150 à 300 œufs. Ce n'est pas d'un coup, c'est de manière progressive, c'est pendant son cycle de vie. Alors, le premier cycle que nous on prend ici comme étant le cycle de 30 jours, ils vont pondre une certaine quantité. Ensuite, on va les réincuber, ils vont pondre une autre quantité et ainsi de suite. C'est pourquoi il est important de débuter son élevage avec les géniteurs P4. Comme deuxième élément à respecter, le choix des intrants qui est très capital ici là, dans la mesure où vous devez déjà savoir ce que vous voulez faire avec votre production. Ça veut dire qu'en choisissant vos intrants, vous avez décidé de produire les géniteurs et il y a des éléments bien spécifiques que vous allez utiliser pour composer le substrat, de telle manière que ce substrat puisse avoir assez d'éléments énergétiques et assez d'éléments qui vont permettre aux larves d'être assez résistants et prendre un volume considérable. Donc ici, en composant donc votre substrat, en sachant que vous voulez déjà faire par exemple produire les géniteurs P3, vous devez prendre en compte ces intrants là qui ont été donnés aussi dans les modules de formation et qui ont été présentés. Donc pour tous ceux qui ont déjà eu à faire la formation à la Divine Entreprise, savent de quoi nous sommes en train de parler. Il y a des intrants spécifiques pour la production des larves de transformation. Et à ces intrants là, si vous voulez avoir des larves assez costauds et qui ont un volume assez considérable, vous allez faire votre substrat à base de ces intrants là. Comme troisième élément, nous avons le choix des éléments d'engraissement qui est aussi très important. C'est-à-dire après la période de 30 jours, nous allons passer à l'engraissement de nos larves afin que celles-ci puissent entrer en maturité en respectant une certaine norme. Quand on parle de normes ici, on fait allusion par exemple au bac inondé à cause des intrants que nous utilisons. Et quand les bacs sont inondés, les larves perdent une certaine vivacité, deviennent fragiles parce que en contact avec l'eau et l'eau qui a fermenté, ils ingurgitent une certaine quantité d'air et puis on a eu à vous montrer au module précédent
ce que cela peut entraîner. Et donc, quand on dit en respectant une certaine norme, on s'appuie sur ces éléments-là pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous allez tenir votre bac pour l'obtention des larves, pour la transformation en géniteur. Donc, c'est très capital. Là, on est en train de vous montrer quelques éléments d'engraissement utilisés souvent pour la production de géniteurs P3. Donc, c'est indépendamment du substrat que vous utilisez. Ici, là, nous avons l'évolution de la larve du 10e jour à sa taille adulte. Quand on parle de taille adulte, on parle ici de la taille après l'engraissement parce que à 30 jours, on va être presque à la 4e larve ici. Alors, si par mégarde vous utilisez des géniteurs qui ne sont pas bons, vous pouvez vous retrouver en train de produire des géniteurs P2. C'est-à-dire, la taille adulte de la larve va caler à la 3e larve en commençant par le bas. Ou alors, si la larve a été soumise à certaines intempéries, comme la chaleur, on a déjà vu aussi ça dans un module précédent, elle va entrer en maturité à cette taille là et puis vous allez avoir les géniteurs P2. Prenons aussi par exemple ce type de larve qui a pris trop de volume. Est-ce que vous pensez que cette larve-ci, avec ce volume-ci, peut être transformée en géniteur? Cette larve-ci, elle a été trop engraissée. Est-ce qu'elle peut être transformée en géniteur? Voilà encore une autre catégorie de larves qui aussi ont été engraissées. Voici encore une autre catégorie qui a été aussi engraissée. Quelle est donc la meilleure catégorie de larves que nous pouvons passer à l'incubation pour avoir nos géniteurs P3? Donc vous voyez un peu les gabarits des différentes larves qui ont été engraissées. Et puis vous allez voir comment la larve se comporte. Voici une larve qui a été engraissée. Elle pèse 8 grammes. Si vous avez la possibilité de peser vos larves, quand vous allez les incuber, vous les pesez. Regardez une larve, vous voyez comment elle se comporte. Celle-ci, elle est bien forte et bien active. Elle a été bien engraissée. Regardez l'aspect de son corps. Cette larve-ci, quand on va l'incuber, on va pouvoir avoir un très bon géniteur P3. C'est pourquoi quand on vous parle de géniteur P3, il y a beaucoup de choses qui se font à l'arrière. On ne vous vend pas les géniteurs pour vous vendre. On prend bien soin de respecter certaines normes. Vous avez vu ici, les éléments d'engraissement qu'on a utilisés ici ont permis à la larve d'être très résistante. Sa peau est très résistante. Ces mouvements, même vous voyez la vivacité. Ça veut dire que cette larve aussi pourra survivre normalement pendant sa transformation et ne pourra pas être attaquée par, je peux dire, les champignons ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que elle va rapidement faire son cocon et puis il n'y aura pas de temps à perdre pour dire que voilà, il y a eu telle chose qui a impacté sur la larve. Voici encore notre type de larve qu'on a aussi engraissé. Vous avez vu le gabarit. Toujours dans l'optique d'obtenir nos géniteurs P3. Dans l'optique d'obtenir nos géniteurs P3 avec des éléments précis d'engraissement. On ne travaille pas au hasard. Si vous utilisez n'importe quel élément, ça va dégénérer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des problèmes peut-être avec les acariens, avec les champignons qui vont attaquer les cocons. Donc nous sommes ici encore avec le choix de l'incubation après l'engraissement, qui est aussi très important pour l'obtention de nos géniteurs P3. Le choix de l'incubation et le respect des normes de chaque méthode. On a ici devant nous, on a la méthode à la canne, on a la méthode au pot de coco, on a la méthode au bambou de raffia, on a la méthode au corps de raffia. Tous ces éléments-là ont une particularité quand on les incube avec. Si vous ne respectez pas chaque particularité, vous allez toujours vous retrouver en train d'avoir des anomalies au niveau peut-être de la transformation des larves en géniteurs ou alors au niveau des anomalies au niveau des cocons. Donc il est important et il est capital de maîtriser toutes les techniques de production. Si vous choisissez une technique, vous devez savoir quel intrant vous avez utilisé avant et puis quel intrant vous devez utiliser à la fin pour l'obtention des géniteurs. Même dans le choix de la canne, regardez par exemple ici,
On a des cannes qui sont assez minces et qui ont beaucoup d'eau. Ici, quand on va incuber les géniteurs avec, on aura tendance à avoir l'inondation dans les bacs. C'est là qu'on a tout parlé des intrants que nous utilisons pour incuber. Il y a certains qui incubent seulement parce qu'on a dit que c'est la canne. Il va prendre ce genre de canne-ci. Il y a d'autres qui vont prendre ce genre de canne-ci parce que nous, on est en train de rechercher les fibres. Ici, il y a moins d'eau, mais il y a plus de fibres. Vous allez voir que le résultat ici sera différent de l'autre résultat. Pourquoi? Parce que là-bas, on va constater qu'il y a plus d'eau mais moins de fibres. Et quand les larves vont se régaler de la canne à sucre pour pouvoir prendre des fibres pour tisser les cocons, vous allez constater que dans le bac, on va retrouver beaucoup d'eau. Et quand il y a l'eau dans un bac de production de cocons, directement, la production peut être attaquée par des champignons à cause de l'humidité, par des acariens. Donc après cela, on a ensuite le suivi des cocons. Ici, tout peut bien se passer jusqu'au niveau de l'obtention des cocons. Et puis à la phase de cocon à géniteur, vous perdez tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté certaines consignes quand vous avez obtenu vos cocons. Vous n'avez pas suivi exactement comment on vous a demandé de faire pour les cocons, parce qu'il y a certaines personnes qui vont couvrir des cocons avec peut-être des plateaux, et puis les plateaux se mettent à transpirer. En transpirant, vous allez retrouver par exemple de l'eau déjà à l'intérieur et ça va fragiliser la cour des cocons. Bien, ça va amener d'autres insectes comme les acariens qui vont commencer à attaquer ce qui est à l'intérieur du cocon. Donc à ce niveau aussi, il faut beaucoup respecter les normes de travail que l'on vous a donné pendant la formation théorique. Vous allez mettre les cocons là on vous a demandé de souvent les mettre quand vous faites la récolte, et puis bien les protéger pour que qu'un autre insecte ne puisse pénétrer à l'intérieur et se met à faire des œufs. Nous avons là des cocons faits avec le bambou de raffia. Vous voyez comment est-ce que ça se présente ici. Là, quand vous faites avec cette méthode aussi, vous avez moins de problèmes parce que ce n'est pas les pots de coco où vous allez avoir des champignons qui vont attaquer, parce que le bambou a cette particularité de quand ça sèche, ça n'est plus facilement attaquable par les champignons, les acariens. Nous avons encore cette technique qu'on appelle palpation, qui est très capitale aussi dans le suivi des cocons. Quand vous ne maîtrisez pas, vous allez vous retrouver en train de sortir les géniteurs sur cette forme-ci. Ça peut aussi causer une grande perte. C'est pourquoi il est bon et préférable de maîtriser la palpation, parce qu'avec la palpation, vous avez l'information exacte au niveau des cocons. Ça veut dire que ceux qui sont entrés en premier en cocon et qui doivent sortir aussi, on a la possibilité de les retirer et puis de les mettre dans un espace où ils vont attendre les autres avant la prochaine incubation. Mais si vous ne maîtrisez pas ce procédé qu'on appelle palpation, vous allez vous retrouver en train d'enlever vos géniteurs P3 dans les cocons avant le temps. Comme ici, vous voyez que là, il avait déjà vraiment formé, il manquait seulement quelques jours pour que celui-ci soit un géniteur P3. Voilà ce que nous appelons géniteur P3. Vous voyez le gabarit des géniteurs. Nous voyons qu'ils sont robustes comme s'ils étaient des géniteurs qu'on a pris dans la nature. Ils sont vigoureux et puis ils ont plein d'énergie, tout simplement parce que nous avons eu à respecter tout ce que vous avez pu voir, l'engraissement, l'aliment et toutes ces précautions là, afin de pouvoir avoir une bonne qualité, une bonne souche de géniteurs. Car avec ceci, vous pouvez avoir 1 kg de larves. Avec 123 là, vous avez 1 kg de larves. Vous n'avez pas besoin d'avoir 300 larves pour avoir 1 kg, parce que ceux-ci ont cette particularité de pondre des œufs qui vont permettre à ce que les larves puissent être assez costaudes. Donc pour tous ceux qui en ont besoin en ce qui concerne les géniteurs P3, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous fournir cela via nos étudiants ou bien via nos différentes fermes qui sont un peu dispersées un peu partout dans le Cameroun. Merci. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour nous encourager à continuer à diffuser ce genre de contenu. Merci, à la prochaine.